2 ans et demi, je me suis noyée. La vague m'a ramenée. Entre-temps, j'avais vécu toute une espèce d'enlèvement dans d'une grande lumière blanche. Et c'était comme un bercement. C'est enfin un retour à la maison. Je suis montée dans une espèce de tunnel qui me semblait être comme un escalator lumineux et blanc. Et là, en haut, je vois un être lumineux. Et là, il me pose la main comme ça sur la tête. Et il me dit, je me suis sentie réinjectée dans mon corps. Et là, c'est un moment terrible. J'étais athée en plus. Et à partir de là, je suis revenue avec les souvenirs de qu'est-ce que c'était que la vie d'avant à incarnation. Et quel impact ça a eu concret sur ta vie au quotidien? Je vois maman allongée sur le lit, le blanc partout. Et tout d'un coup, je vois le blanc qui part dans l'angle de la pièce. Là, tu vois, je me suis dit, c'est pas mon cerveau qui a fabriqué ça. Là, c'était vraiment extérieur à moi. Notre conscience est non locale. Notre pensée n'est pas dans notre cerveau. Le cerveau, c'est juste l'élément de réception, c'est le décodeur de la conscience qui est plus vaste. Pourquoi est-ce que, quand on regarde autour de nous, le monde paraît plus chaotique que jamais? Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Nathalie Théo. Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Rémi, de m'avoir invité. Je suis un peu dans l'expectative des questions que tu vas me poser. On va voir. T'inquiète, rien de fou, les bases, mais ça devrait être très intéressant tout de même. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je veux bien que tu nous aides à prendre un petit peu de recul et comprendre à quoi ressemblait ta vie avant ton ouverture spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là, ou est-ce qu'il y a eu des événements catalyseurs qui ont vraiment accéléré cette évolution pour toi? Ah oui, alors avant, écoute, je crois que ça a commencé, j'avais 2 ans et demi, tu vois? Alors avant, ça risque d'être un peu flou. Mais oui, ça a 2 ans et demi parce que, 2 ans et demi, je me suis noyée et mon père était ingénieur gaz et pétrole et il était en poste en Algérie, à Arzeu. Donc je me suis noyée et un peu comme dans le film Vaiana, tu sais? Je suis partie dans la mer et personne s'en est rendu compte, hein, maman dormait et donc quand la vague m'a ramenée, entre-temps, j'avais vécu toute une espèce d'enlèvement dans d'une grande lumière blanche et à partir de là, je suis revenue avec les souvenirs de qu'est-ce que c'était que la vie d'avant à incarnation. Donc jusqu'à l'âge de 2 ans, je peux pas te dire ce qu'était mon éveil Et tu te spirituel. rappelles bien de cette expérience-là? Parce que moi, typiquement, je me rappelle, je crois que mon souvenir le plus tôt, il est peut-être à 4 ans, voire même après. À quel point est-ce que ce souvenir est clair dans ta tête et l'expérience que tu as eue est claire aussi? Ah oui, oui, c'est très clair parce que, je me souviens qu'il y avait une plage donc à Arzeu et il y avait des gens qui jouaient tout ça et moi je sais pas, j'ai été tellement attirée par la mer. Alors évidemment maman m'avait dit de rester, tranquille et de jouer à faire je faisais des petits pâtés de sable avec un petit seau, mais en fait j'étais tellement appelée par la mer, j'y suis allée et là, c je me souviens que le sable s'est enfoncé sous mes pieds et puis j'ai été emportée par un rouleau et et là, je me souviens très, très bien avoir tournoyé, 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 m'être complètement noyée par étouffement. En fait, j'ai avalé beaucoup d'eau et je me souviens que j'étais raclée par le sable aussi et puis tout d'un coup, j'étais dans la grande lumière blanche. C'est le souvenir que j'en ai, c'est que une sphère blanche est venue m'a enveloppée complètement et je suis partie dans cette sphère de lumière blanche et et c'était comme un bercement, tu vois? Comme une maman quand elle te berce dans ses bras. C'était très, très doux et Mmh. et puis c'était comme, ah oui, c'est ça. C'est enfin un retour à la maison. C'était, magnifique, enfin, que de l'amour et j'avais pas de vision de quelqu'un, rien du tout, pas de voix dans la tête, juste un état de plénitude totale et comme, j'étais quand même petite, alors tu vois, c'est avec les mots d'un petit enfant que Mmh. je suis, revenue avec cette conscience-là. Mmh. Et est-ce que cette expérience a drastiquement changé, ton parcours par la suite? Ou est-ce que tu as un petit peu refermé cette expérience? Tu as eu une enfance un peu classique? Comment est-ce que tu l'as vécu par après?
quand j'ai vécu cette expérience, après ça a été, un changement pour toujours parce que, avant l'âge de 2 ans et demi, je me souviens pas de grand chose en fait, comme un enfant, à part que je faisais quelques bêtises et que j'étais très curieuse de tout et que j'observais beaucoup de choses. Mais après cette expérience-là, je pouvais parler avec les fourmis, par exemple. C'est-à-dire qu'à 2 ans et demi, je discutais avec les fourmis que je passais des heures à les observer qui marchaient le long de la fenêtre comme ça et je savais que si elles rentraient, maman allait les zigouiller parce qu'elle voulait pas de fourmis dans la maison et donc c'est là où j'ai commencé à parler avec la reine des fourmis pour lui dire: «Ben, non, tu sors, va dehors» et puis, il m'est arrivé des trucs assez bizarres après parce que, par exemple, Je vais parler avec la reine des fourmis, c'est déjà pas mal. Dans le spectre de normal à bizarre, c'est déjà pas mal. Mais du coup, je suis curieux de voir le encore plus bizarre. Je ah suis bah, ouvert. éc ah bah, écoute, là, donc c'était je suis montée les escaliers intérieurs de la maison pour aller sur la terrasse et tout en haut, il y avait pas encore la comment ça s'appelle? La bordure des escaliers, la rampe Mmh. et en fait, j'ai eu le vertige, j'arrivais en haut et j'ai basculé, je suis tombée dans le vide et c'est-à-dire j'ai descendu, 3 étages de la maison en vol plané. Et au lieu d'arriver, m'écraser au sol, bah non, je suis arrivée, comme en suspension, en fait. Et là, je hop, papa avait mis un grand matelas au sol, je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être qu'il avait anticipé et ben, je suis tombée comme en suspension sur ce matelas. Donc ça, et c'était une impression de flotter dans l'air au lieu de tomber comme un caillou, Et flotter. ça, c'était à quel âge? Ça, c'était très proche, Ah ben, aux c'est alentours? dans les entre 2 ans et demi et 3 ans, tu vois? À peu près à OK. 3 ans. Et puis après, je me souviens, il y avait une école, où il y avait une mare et je parlais avec les grenouilles. Parce que ça, c'était encore en Algérie. Donc je parlais avec les grenouilles et j'avais beaucoup de mal à comprendre les enfants, les autres humains, en fait. Mais par contre, avec les animaux, il y avait une communication. Et et après, on est parti vivre à Bagdad, en Irak, jusqu'à ce que j'aie l'âge de 10 ans. Et petite, ben, je racontais à mes parents que je comprenais pas pourquoi on prenait l'avion. Parce que je disais: «Mais avant, on y pensait, on y était en fait. On claquait des doigts et même pas, on y était. Quand on devait téléphoner en France aussi, il y avait le téléphone et Mmh. je disais: «Mais pourquoi on a ça?» parce qu'avant on se parlait dans la tête en fait et on s'entendait. Donc j'avais des souvenirs de comment c'était avant et pour papa, lui, c'était plutôt dans le futur. C'est comme lui, il me disait: «Ben, pour l'instant, c'est pas encore comme ça», il me dit: «On verra plus tard». À l'époque, pour moi, je comprenais pas l'archaïsme de la vie dans laquelle on était. Parce que je me souvenais que, tu vois, c'était des visions pour moi, c'était comme, hier. Tu vois, j'ai changé de où tu changes de pièce, tu vois? Et et je me souvenais, j'avais les visions comme tu vois, on se parle maintenant, puis demain, je me souviendrai t'avoir parlé aujourd'hui. Donc c'était, pour moi, c'était hier. Donc je disais avant et papa, Mmh. il me disait: «Mais, écoute, non, ça existe pas encore ça». Donc quand j'étais petite, je me souvenais des cités, de lumière, tu vois? Je trouvais que les bâtiments, c'était moche, en fait, parce que je dis: «Mais avant, c'était pas comme ça, c'était tout brillant, tout lumineux. C'est passé où?» En fait, je comprenais pas. Je me disais: «Mais c'est passé où?» Mmh. et mes parents, ben, ouais, ils étaient pas trop inquiets parce qu'ils pensaient que c'était mon imagination, sauf que la télé à Bagdad, moi je suis née en 66, donc là c'était dans les années, 69-70. La télé, c'était un truc en noir et blanc et tu avais pas des dessins animés Mmh. quoi. Ça pouvait pas être mon imagination en fait. Mmh. Et toi, comment est-ce que tu le vivais à l'époque? Est-ce que, beh, typiquement, si on veut se replonger dans l'épisode où tu tombes et tu t'arrêtes avant de toucher Mmh. le matelas, comment est-ce que toi tu l'as perçu? Est-ce que tu t'es dit: «Bon, bah, c'est normal, c'est ma vie»? Oui, Est-ce que tu l'as oui. partagé avec tes parents? Comment est-ce qu'eux ont réagi à ce moment-là? Ah bah, oui, oui, oui. Bah, pour moi c'était normal, hein. Pour moi, c'était vraiment normal de faire ça. Parce quand Mmh. maman m'a vue arriver, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» et donc je lui ai dit: «Oh ben, je suis descendue, et je suis arrivée sur le matelas». Elle me dit avec un langage de quelqu'un qui a 3 ans, quoi et là, elle a eu une réaction tellement horrifiée que j'ai compris que c'était pas normal. Mmh. Mais en fait, pour moi, parler avec les fourmis, c'était normal, parler avec les grenouilles, c'était normal et et comme ça, j'en parlais pas, tu vois? Parce que c'était normal, tu vois? C'est comme quand, je sais pas, tu te coiffes, tu vas pas dire à quelqu'un: «Tiens, je me suis coiffée aujourd'hui», tu vois? Mmh. C'est normal.
C'est que quand je suis revenue en France à l'âge de 10 ans, où là, tout le monde parlant de français, bah, j'ai bien compris que non, c'était voilà, les autres, ils parlaient pas avec les arbres ou ils parlaient pas avec les animaux, quoi. Et quel impact ça a eu sur toi et ta relation à ces capacités justement? Est-ce que tu t'es dit: «Bon, bah, Ah! je continue à vivre ma vie et c'est comme ça, les autres Mmh. le comprennent pas, je vais le garder pour moi», ou est-ce que Mmh. ça t'a impacté, plus profondément? Bah, en fait, je me souviens d'avoir eu une enfance très, très heureuse à Bagdad parce que j'étais vraiment, tu vois, je parlais en français avec mes parents, je parlais un petit peu l'anglais ou un petit peu l'arabe avec les autres, mais j'ai pas assez précisément pour comprendre qu'eux, ils voyaient pas tout ça. Donc j'ai eu une enfance très protégée, très heureuse Mmh. parce que j'étais vraiment, dans mon monde. Je parlais avec les poules du jardin et cetera. Mais par contre, quand on est revenu en France, là, ça a été très dur. Parce que d'abord, moi, j'étais pas, adaptée à la vie en France. Les autres, bah, ils me rejetaient parce qu'ils me trouvaient bizarre. Donc je me faisais taper dessus, hein, à l'école, carrément. Donc maman m'a mis au judo, donc j'ai appris à me défendre et après on m'embêtait plus, hein, mais parce que j'étais pas mal au judo. Mais j'étais très solitaire, en fait. J'étais très jusqu'à jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis rentrée un peu dans le moule. C'est-à-dire que j'ai un peu fait semblant. J'ai plus rien dit à l'extérieur, j'ai juste écrit, écrit, écrit tout ce que j'avais à écrire et aussi j'avais une perception des injustices du monde très forte parce que le souvenir d'avant est toujours resté, toujours, même encore aujourd'hui et tu vois, ça me met de l'émotion quand j'en parle parce que je sais comment c'était avant et il y a un respect des gens. Il y a de l'équité, il y a pas de pauvreté, il y a pas tout ce qu'on connaît ici. Ouais, j'ai ça a été très dur pour moi l'adolescence jusqu'à l'âge de 15 ans, même plus loin, jusqu'à ce que j'arrive à la fac. J'ai fait fac de droit à Bordeaux et là, à Bordeaux, c'était internationale. Donc là, il y avait des gens de partout, beaucoup de gens d'Afrique et bah, là, j'étais, à nouveau, parmi des pas comme tout le monde. Mmh. Donc j'étais a anormale parmi d'autres anormaux qui venaient, de tous les pays du monde. Donc là, je me Mmh. suis sentie à nouveau très, très bien parce que j'étais mélangée parmi des gens qui étaient pas de bord. J'ai fait 3 ans de droit, donc je me suis arrêtée en licence et puis, parce que en fait, je croyais que le droit allait me permettre de défendre la veuve et l'orphelin et puis, bah, je me suis rendue compte que pas du tout. Ça défendait les intérêts de celui qui pouvait se payer le meilleur avocat. Mmh. Donc ça m'a pas passionnée arrivée en licence. Ensuite, j'ai fait, une 3e NDE, une embolie cardiaque. Donc Mmh. heu, donc j'ai eu 3 embolies pulmonaires et une embolie cardiaque. Et là, ben, alors là, par contre, je suis partie dans la lumière en suivant le canal que tout le monde voit, hein, comme Mmh. décrit dans La Source Noire, par exemple. Et et à ce moment-là, maman a déclenché un cancer aussi que 2 ans après et bon, ça a été très rapide son cancer, hein, en 9 mois, elle est partie. Donc ma vie a complètement changé. Donc j'ai eu la notion qu'il fallait impérativement, vivre et pas suivre un chemin. Mmh. Donc j'ai fait 3 ans de droit, après j'ai fait 3 ans d'histoire-géographie, puis j'ai fait, animation socio-culturelle et puis, et là, j'ai eu l'impression que c'était, de plus en plus le brouillard. Et heureusement, je suis tombée enceinte et là, j'ai pu arrêter mes études. Je me suis dit: «Oh là là, je fais autre chose». Mmh. Je crois on pourrait zoomer, enfin à toi de me dire à quel point c'était Mmh, significatif pour toi, mais la troisième expérience de mort imminente, à quel point est-ce que tu t'es rappelé de tes toutes premières et ça a été un peu mmh, boucler la boucle? Est-ce que c'était des expériences un petit peu différentes? Et est-ce que tu l'as vécu différemment étant donné que tu étais, adulte à ce moment-là? Et quel mmh, impact ça a eu concret sur ta vie au quotidien? Donc tout un mmh. tas de questions, je te laisse, prendre le sujet, comme tu le sens. Alors, la 3e fois, oui. D'abord la 2e fois, c'était une renoyade à 8 ans. Décidément, l'eau Donc et toi, là, c'est pas, c'est pas tes amis. ah bah et pourtant je suis poisson, hein. Et pourtant. Donc là, à l'âge de 8 ans, on me pousse dans une piscine et
et là, je suis tombée, comme un caillou au fond et je me souviens très bien être montée hors de mon corps, voir mon corps allongé en bas, dans le fond de la piscine et moi, j'étais aspirée de nouveau dans cette lumière blanche et au moment où je suis aspirée, je vois un trait noir. Donc plus tard, j'ai compris que c'est quelqu'un qui avait plongé et quand je reviens de la lumière blanche, je suis allongée dans un lit, dans une lumière extraordinaire, comme si le soleil baignait la pièce en entier. Donc les 2 premières expériences, c'est surtout ça, c'est être dans la lumière absolue. C'est incroyable et puis, la troisième fois, là, c'était différent parce que, je pratiquais déjà la tarologie, je pratiquais de la méditation, des capacités ouais, la cohérence cardiaque, ce genre de choses, donc à Est-ce que tu avais 21 ans. déjà entendu parler d'expériences de mort imminente? Est-ce que c'est un Pas du sujet tout. qui t'avait déjà Non, intéressé ou non? Pour l'instant, tu avais pas eu du 2 tout. expériences toi personnellement, Ouais. tu t'es dit: «C'est assez Mmh. spécifique et c'est pas quelque chose de général». Oui, c'est ça et en fait, moi, j'ai pas parlé à mes parents de ce que j'avais vu quand, pour moi, vraiment, tout était normal. C'est-à-dire, heu, on se noie, on part dans la lumière blanche, c'est normal. Voilà, je raconte pas: «Tiens, je suis partie». Non, pour c'est juste je me fais engueuler, voilà, ça c'est Mmh sûr. mh. Et quand j'ai fait mon embolie cardiaque, je monte les escaliers, j'avais le souffle court, je m'assieds, je me mets en posture lotus, je pars en méditation en me disant: «Ça va je vais reprendre le contrôle de mon rythme» et là, pas du tout, embolie cardiaque, je pars et là, je suis montée dans une espèce de tunnel, qui me semblait être comme un escalator lumineux et blanc. J'avais aucune notion de ce que c'était que le passage, j'étais athée en plus donc et là autour de moi c'était sombre, et il y avait, comme des trucs un peu effrayants, ça rampe, ça fait des bruits, c'est pas agréable, puis c'est froid et puis on monte dans une lumière blanche qui est pas vraiment chaude mais pas froide non plus cette fois et là, en haut je vois un être lumineux avec des grands cheveux blancs et qui m'accueille. Et je me souviens juste que lui, je l'ai déjà vu dans mes rêves quand j'avais 12-13 ans. Il venait me rendre visite dans mes rêves et et là, je vois autour de lui plein d'autres êtres lumineux et blancs, mais comme plus loin, en tout cas plus petits et lui, il est sur un trône et j'étais tellement hâtée que je me dis: «Ça ressemble au Père Noël en blanc». Voilà, hein, mon degré d'inculture à l'époque et et je me sens aspirée et je m'assieds à ses pieds et là, il me pose la main comme ça sur la tête et il me dit: «Non, c'est pas ton moment, tu repars» et là, je me suis sentie réinjectée dans mon corps et là, c'est un moment, terrible parce que quand quand tu reviens dans ton corps, c'est froid, c'est gluant, c'est serré, c'est vraiment serré et toi, tu as qu'une envie, c'est de pas y rentrer parce qu'en plus, tu as affreusement mal parce que, avec ce que je venais de faire, j'avais affreusement mal et j'étais hébétée et «Merde, qu'est-ce que je fous ici?» Voilà, c'est Mmh. ça et donc là, je redescends les escaliers, assise sur les fesses, hein, parce que je suis hyper faible et puis au lieu de prévenir maman, parce que je comprends encore rien de ce qui m'est arrivé, je suis hébétée, je vais m'allonger dans le canapé du salon et elle, ça a dû durer quand même toute la nuit mon expérience parce que elle s'est réveillée, il devait être 7 heures du matin, alors quand je suis montée, il devait être 2 heures du matin ou 1 heure. C'est mes heures, c'est ça et puis là, elle a appelé le SAMU et et c'est là qu'ils ont vu que j'avais fait une embolie cardiaque. Ils ont Mmh. dit que j'étais une miraculée, ils comprenaient pas. Et comment est-ce que toi, tu as fait sens de cette expérience à ce moment-là? Est-ce que, justement, vu que tu avais déjà eu tout un tas d'expériences un peu Ouais. hors du commun, c'était une de plus et tu dis: «Bon, OK, c'est comme ça»? Ou est-ce que ça rejoint un savoir, une connaissance que tu avais déjà et dont tu t'es rappelé? En fait, je dois avoir un naturel totalement inconscient parce que je me suis dit: «Waouh, le cerveau, c'est extraordinaire». Ça, Mmh, alors moi, j'avais jamais pris de drogue, hein, donc je peux pas comparer à ce que se ferait une drogue. Mais je me suis dit: «Le cerveau, c'est extraordinaire. Ça te fabrique des hallucinations extraordinaires». Voilà ce que je me suis dit vraiment et que mmh, j'avais aucune culture religieuse. À part qu'on
on m'avait forcé à apprendre l'Ancien Testament dans les écoles de bonnes sœurs, mais à part ça, enfin moi j'ai toujours fui ça. Je me suis dit: «Mais c'est n'importe quoi», enfin et parce que pour moi tout ça c'est la vie. Par exemple, parler avec les animaux, les arbres et tout ça, c'est pas de l'invisible, c'est la vie, c'est comme se parler et là, partir dans ces trucs, je me suis dit: «Le cerveau, il fait une chimie extraordinaire». Ton premier réflexe, c'est de te dire: «C'est beau ce Ouais, que, le cerveau est ouais, capable d'halluciner». Et c'est mmh, vrai que c'est une des critiques souvent quand, des gens très cartésiens et moi j'en faisais partie et d'une certaine manière j'en fais encore partie, qui écoutent des expériences de mort imminente, on se dit: «Beh, est-ce qu'au final c'est pas, 2 neurones qui viennent se déconnecter ou se reconnecter et alors le cerveau qui fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire rajouter des couches et des histoires et on va aller chercher dans, toutes les histoires collectives pour aller faire sens de ce qui nous arrive» entre guillemets. Est-ce que c'est c'est encore ça. toi ta compréhension de ce qui t'est arrivé ou est-ce que ta compréhension a un peu évolué? Ah, elle a bien changé, elle a bien changé et moi, dans mon pragmatisme de l'époque, alors, ben, j'ai commencé à m'étudier et à m'intéresser aux neurosciences. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choses que maintenant, hein, ça s quand je te dis à l'époque, c'était avant les années 90, hein, donc il y avait beaucoup moins de choses que maintenant et et bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu bah, la mort de maman. Donc maman, quand elle a eu son cancer, ça s'est passé, sur à peu près, 9 mois. Quand ils se sont rendus compte de son cancer, c'était beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit, puisque la tumeur envahissait tout un poumon, donc elle a pas voulu la chimio, elle a pas voulu la radiothérapie, tout ça. Ils lui ont dit: «De toute façon, ça vous rajoutera 3, 4 mois, c'est tout» et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, elle connaissait, c'était un truc de fou. Elle savait quand elle allait partir. Alors, est-ce que son cerveau a créé le moment pour répondre à ce qu'elle savait, hein, la poule ou l'œuf, qui a fait quoi en premier? On ne sait pas. N'empêche que, elle m'avait fait lui réserver une chambre d'hôtel à Arcachon, je pour le mois de novembre. Donc samedi, elle nous dit: «Maintenant, il faut qu'on aille à Arcachon». Donc on part le samedi soir, on arrive, elle va dans sa chambre je partageais la même chambre qu'elle et dans la nuit du samedi au dimanche, c'est p très dur, elle arrivait plus à dormir, hein, elle était d'une maigreur extrême, elle pouvait plus s'allonger, plus rien, enfin c'était un tas de souffrance et le dimanche soir, je m'endors et tout d'un coup, je suis réveillée par quelqu'un qui parle dans la chambre. Donc là, je la vois, elle est assise dans son lit, ce qu'elle ne pouvait plus faire toute seule. Elle est assise dans son lit, face à la mer, parce qu'elle avait demandé une chambre avec grande baie vitrée qui donnait sur la mer. C'était la baie des l'île aux oiseaux juste en face et ou la baie des oiseaux, je crois et elle parle. Mais normalement, pas essoufflée, pas, en cherchant son air. Elle parle normalement un langage que je ne comprends pas. C'était, comme une chanson, comme une ritournelle, mais avec, une langue, c'était ni l'anglais, ni l'arabe, ni je sais pas ce que c'est que cette langue. Et a priori, elle parlait pas cette langue. Enfin, elle Bah parlait non, toutes les langues que toi tu parlais et tu l'avais bah jamais oui, oh entendu parler, cette langue. ah bah non. Puis maman, elle est aussi douée que moi pour les langues, c'est-à-dire qu'à part, bredouiller l'anglais et 2-3 mots d'arabe, rien quoi. Donc OK. et là, j'ai très peur parce que j'avais vu L'Exorciste peu de temps avant et je me suis dit: «Mon Dieu, c'est l'horreur, qu'est-ce qui se passe?» et et je sais pas, tout d'un coup, il y a un calme qui s'installe en moi et je m'endors et le lendemain matin, je me réveille et ben, elle était allongée, pas recroquevillée, allongée et j'ai tellement calme que j'ai cru qu'elle était partie. Donc je vais l'écouter, non, elle dormait. Et ça a duré une semaine. Elle mangeait plus rien. Tous les soirs, elle buvait juste de l'eau et un truc épouvantable qui s'appelle le Rénutril et tous les soirs, moi je m'endormais alors qu'elle était assise et elle parlait en regardant un peu comme ça en l'air et ces espèces de chansons. Alors je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'elle perd la tête» ou alors elle me disait, elle me demandait: «Tu crois que c'est normal, je dois le vivre comment? C'est bizarre quand même ce qui se passe». Je lui ai dit: «Écoute maman, ça te fait du bien, heu, tu plus mal du tout, t'as plus mal nulle part, hem, tu souffres, enfin la souffrance c'était son quotidien». Je lui ai dit: «Tu souffres plus, donc ça peut être que bien. Donc accepte de vivre cette expérience, vis-la et puis on verra bien».
et donc tous les soirs de la semaine, ça a duré comme ça. Le samedi, elle demande à ce que papa et mes sœurs viennent la voir. Elle leur dit au revoir et le samedi soir, elle s'endort et à 4 heures du matin, je suis réveillée par comme une espèce de flash dans mes yeux. Donc là, hop, je suis réveillée et là, tout m'est revenu parce que là, tout était blanc. Toute la pièce était blanche et je tourne la tête et je vois maman allongée sur le lit, le blanc partout et tout d'un coup, je vois le blanc qui part dans l'angle de la pièce, au plafond et là, la pièce était dans le noir, il était 4 heures du matin et maman venait de partir Et et quand je tu me dis suis tu vois le blanc, c'est tu vois, genre tu avais ouvert les yeux et tu vois une ah lumière bah oui! blanche ou, C'est c'est dans l'état un petit peu, tu sais, quand on se réveille, on a un petit peu un état de entre 2 ah et ouais! là on rejoint peut-être aussi est-ce que c'est le cerveau qui crée une projection ou est-ce Ah que non, c'est non, ce que je vois réellement avec mes yeux, quoi? j'étais hyper réveillée, j'étais assise sur mon lit, tu vois? Mais ça s'est passé tellement vite. Plaf, flash, je me réveille, je m'assieds dans mon lit, j'étais dans le blanc total, partout et je tourne la tête et maman, elle est nimbée de blanc. Tout est blanc et quand le blanc est parti dans la pièce, elle venait de partir. Donc là, j'ai appelé l'hôtel, ils ont fait venir le médecin légiste. D'abord non, pardon, d'abord le SAMU. Alors ils ont essayé de réanimer maman. Là, c'était horrible parce que tout le temps, heu, où elle est partie, que j'étais dans le blanc, paisibilité absolue. La quiétude. Maman venait de partir, j'avais pas c'était pas horrible, j'avais pas de maman, c'était le potomitan de la famille, tu vois? Bah, là, j'étais pas effondrée, c'était normal. Mmh, Et tout le temps où j'attends le SAMU, tout va bien et puis quand le médecin, arrive du SAMU, bon, ben, là, ça devient terrible parce qu'ils essaient de réanimer. Toi, tu sais que ça tu poireauté pendant une demi heure, qu'est-ce que tu veux réanimer? mmh, Donc là, tu vois, je me suis dit: C'est pas mon cerveau qui a fabriqué ça». Là, mmh, c'était vraiment extérieur à moi, c'était pas intérieur. Donc c'était, bah, j'ai pu que constater quelque chose, toi, c'était factuel. Et après, quand j'en ai parlé. J'ai dit: «Ça, c'est pas possible, il s'est passé un truc». Et donc mon ami de l'époque, mon petit copain de l'époque, Sébastien, m'a offert un livre qui s'appelait La source noire de Raymond Moody. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit: «Mais enfin, ça raconte ce que j'ai vécu quand j'étais petite et puis à 21 ans, puis encore maintenant». Et là, je me suis dit: «Bon Nathalie, maintenant ça suffit le pragmatisme, c'est en train de te fermer des portes de compréhension». Et j'ai commencé à étudier au-delà. Donc alors là, j'ai étudié toutes les religions. Là, j'ai tout étudié, la gnose, le christianisme, le chamanisme, l'hindouisme, les musulmans aussi avec j'ai tout étudié. mmh. Et est-ce que ces recherches ont réactivé en toi des souvenirs, plutôt une compréhension ou est-ce que ça a aussi accéléré et ça a amené à d'autres expériences personnelles du type, très physique et extérieur comme tu Mmh. viens de décrire? Ah oui, oui, ça a accéléré les choses. C'est-à-dire que j'ai pu, accepter mes souvenirs en me disant: «Bah oui, bah, c'est des lignes temporelles différentes». Voilà. J'ai pu me dire: «En fait, certains d'entre nous, on vient d'un futur pas encore réalisé de la Terre». Après en 2007, j'ai rencontré au Pérou un grand physicien quantique qui s'appelle, Konstantin Korotkov, avec qui j'ai vécu un mois, lui et son équipe d'expérience, au Pérou. Lui donc avec ses appareils dont un qui s'appelle le GDV. Hem C'est un peu compliqué comme fonctionnement, mais ça permet de capter les émanations photoniques du corps, grosso donc lui m'a expliqué que, bah, je faisais partie d'un pourcentage de la population qui avait ces aptitudes. Donc ouf, je vais pas être mise en psychiatrie, tu vois? C'est parce que à un moment, tu as un peu peur, hein, quand même. Tu te dis: «Mais» parce Et que justement par parce rapport à que la psychiatrie et tu m'as dit que ça avait commencé très tôt. Que mmh, c'était quoi ton rapport à la psychiatrie? Comment est-ce que tes parents ont réagi par rapport à tout ça? mmh, Est-ce que pendant une période, on t'a mis sous médicaments pour un peu contrôler tous ces trucs-là? Ou, pas? Vu que c'était, oh ta non, réalité, que ça t'impactait mmh, pas, méchamment, on va dire, en fait, mmh. c'était juste accepté comme tel? Et ben, en fait, d'abord quand tu es à Bagdad, pendant 10 ans.
La psychiatrie, tu en entends pas parler, les médocs non plus, à part, des médocs politiquement incorrect ce que je vais dire, à part des médocs frelatés que tu refiles, dans les pays arabes et qu'après, moi j'en ai pris par exemple et ça m'a créé des inconforts, à vie. Mais à part ça, non, pas de médication, rien du tout, juste des antibiotiques tout pourris et voilà. Parce que j'ai aussi ça m'a appris à étudier les réalités géopolitiques après, hein, parce Mmh. que mais sinon, non, pas de médication et par contre, ça a invité maman à beaucoup se documenter sur les phénomènes paranormaux et cetera. Donc Mmh. c'est elle qui m'a offert mon premier tarot à l'âge de 12 ans et puis ma grand-mère avait des dons médiumniques et de passeuse de feu et donc maman avait pas mal de dons aussi et Mmh. notamment la décorporation. Donc ça les a pas du tout effrayés. Quant à papa, en Je termes crois que tu es comme il aussi était tombé un dans la génie bonne famille. Je crois qu'il y a pas autant de familles. c'est Je ça, crois que ça peut parfois être plus problématique et c'est ça ça. peut faire malheureusement beaucoup de Oui. dégâts aussi, chez les enfants qui se retrouvent dans des familles où c'est pas du tout accepté, où on va les mettre dans les Ah, cases, on c'est va essayer de terrible. contrôler et en fait, Ouais. et ça qui Bah, est on les abîme, intriguant, hein. c'est que quand j'interviewe ce genre Mmh. de personnes, souvent un des réflexes, c'est du coup de refermer complètement toutes ces capacités Mmh. et parfois ou pas, ils réouvrent Mmh. éventuellement. Toi, tu as eu la Bah, oui. chance de pas devoir refermer à 100 et de rester toujours un petit peu connecté à tous ces trucs-là. Mmh. Juste avec papa, des fois, on avait des discussions houleuses parce que moi, je lui parlais de l'énergie libre d'avant et lui, il était un roi du enfin, lui, c'était le pétrole et rien d'autre en tant qu'ingénieur pétrole. Donc il me traitait de folle ou de d'utopiste. Mmh. Mais à part ça, non, il y avait pas de Je veux bien qu'on regarde, qu'on essaie de comprendre justement un peu mieux ce que tu entends ou ta compréhension de ce que c'est que le avant. Donc tu dis quand tu étais jeune, tu avais mmh, tout plein de souvenirs de comment les choses mmh, étaient avant. Tu faisais pas forcément sens, c'était juste des souvenirs qui te venaient. Comment est-ce que toi tu comprends ce avant aujourd'hui? mmh. Et ben, alors, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, dans ma vie, parce que quand j'ai rencontré, Konstantin Korotkov, bah, lui m'a éclairé sur le potentiel humain. Il m'a parlé de ce qui se passait en Russie avec, les groupes de alors maintenant on appelle ça le remote viewing, hein, mais, en Russie, ils sont plutôt dans la manipulation d'objets à distance, alors qu'aux États-Unis, ils sont plutôt dans aller voir ce qui se passe à distance. En Russie, eux, ils sont à faire bouger les choses à distance. Donc, Et quand tu dis «ils sont», c'est quoi? C'est des programmes, ah non, c'est des militaires? enfants oui, oui, Ou ça, c'est des programmes militaires avec, des enfants surdoués qui sont dans des écoles et à qui on apprend, très clairement le fonctionnement du cerveau et avec des programmes de code à lire et des choses comme ça et ils apprennent, par exemple, ils ont participé à éduquer Jean-Luc Chrétien dans le spationaute français qui allait, dans ces cliniques à Saint-Pétersbourg notamment, j'espère que c'est pas un secret d'État, je crois pas et qui en fait a appris des techniques de télépathie et de manipulation à distance des objets pour au cas où les stations orbitales, par exemple, perdaient le contact, avec la Terre. Donc et c'est donc vrai que là, ça j'étais pour faire rassurée. une petite parenthèse ici, il y a quand même Mmh. et j'ai découvert ça l'année dernière, j'ai trouvé ça assez surprenant et là pas du coup, pour le coup, pas de côté URSS, mais plutôt côté, États-Unis. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport projet Stargate, qui parle Oui, justement de tous ces sujets-là et qui a été déclassifié ouais. il y a presque 10 ans, c'était en 2016 et c'est vrai qu'on lit le document, on est en mode: «Mais de quoi ça parle?» et donc il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui sont ressorties, qui valident, en partie en tout cas ce que tu partages. Je Ah trouvais que mais c'était oui! une parenthèse intéressante. Alors, donc il y a Korotkov qui déjà je comprends que oui, l'humain a des potentiels. Et puis ensuite, ben, j'ai la chance, un jour de rencontrer Philippe Guillemot. Je passe, quelques jours, presque une semaine, chez lui parce que, sa femme nous avait invités à gîter chez eux. Il venait d'écrire son livre qui s'appelle La route du temps et donc il m'a parlé des synchronicités, de comment on crée les synchronicités en lien avec son meilleur futur et c'est là où tout a fait sens en moi. C'est-à-dire que j'ai compris parce que je lui ai parlé de cette expérience que j'avais eue de avant et j'ai compris que pour lui, c'était pas avant, mais c'était un futur, un meilleur futur de la Terre et que probablement, bah, moi je venais de ce meilleur futur-là. Et en tant qu'âme incarnée sur terre aujourd'hui en Nathalie, je venais en réalité en tant qu'âme d'un meilleur futur de la Terre et donc je revenais aujourd'hui
porteuse de cette fréquence d'un possible meilleur futur pour créer comme un relais sur Terre, pour être comme un relais d'émission sur Terre. C'est pour générer une fréquence, en fait. Parce que notre ADN génère des fréquences. Le cœur génère des fréquences, ça c'est plus à prouver. Et donc, les humains qui portent un projet d'un meilleur futur dans leur ADN, le fréquence comme une antenne, et vont pouvoir comme ça réveiller chez les autres humains un meilleur futur potentiel. Mmh. Donc tout ça, c'est devenu, scientifiquement, grâce à la physique quantique, hyper clair. J'ai compris que mon avant, c'était l'après de la Terre. Ouais, qu'en fait, le cerveau l'interprète comme des souvenirs, mais Ouais, au final, indépendamment de la provenance de ces «souvenirs» entre guillemets et que ce soit des souvenirs c'est ça, passés ou futurs, on sait pas trop. Et que voilà. par rapport à ça, surtout que c'est hyper intéressant, hyper gros et je crois que pour beaucoup ça va ça va paraître très gros, mais pour explorer, l'idée jusqu'au bout, comment est-ce que toi tu comprends du coup tu sais quand on parle de voyage dans le temps, il y a directement le paradoxe du grand-père qui arrive ou, qui dit Mmh, en gros si, le voyage dans le temps est pas possible parce que sinon tu as tout un tas de paradoxes qui en découlent, mmh, notamment je pourrais revenir dans le passé, tuer mon grand-père mais du mmh, coup, vu que mon grand-père est mort, il peut pas avoir eu son enfant et du coup, moi, je peux pas exister, donc je peux pas l'avoir tué et du coup, on a comme mmh, ça des boucles infernales qui se créent mmh, et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, c'est tu l'âme viendrait d'un futur probable «optimal» entre guillemets et mmh, reviendrait pour, faire en sorte que ce futur se passe. Sauf mmh. que, est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce même paradoxe, justement? Non, parce que c'est pas Nathalie Théo du futur qui revient dans Nathalie Théo du passé. Là, c'est mon essence esprit, on pourrait dire âme, du futur, qui pouvait s'appeler, Isha, voilà. J'aurais pu m'appeler Isha, ça veut dire femme, et puis je reviens quand? Dans la ligne temporelle de Nathalie. Pourquoi? Parce que l'ADN de la famille de Nathalie permet que son corps physique supporte la vibration intense de cet esprit qui vient du futur. Mais si je tue ma grand-mère, de demain, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas l'individu qui compte, c'est c'est l'essence âme. C'est-à-dire que l'essence de Nathalie du futur, mettons Isha, elle peut revenir dans Nathalie aujourd'hui, mais elle peut revenir dans Pétronille, elle peut revenir dans Sophie, elle peut revenir dans n'importe qui. Il y a il y a pas de lien d'individu, ou d'individualité avec ce moi du futur. Mmh. C'est pas forcément la lignée ADN de Nathalie qui revient du futur. C'est juste mon essence, en fait. Et en plus, on va imaginer que le temps, c'est comme des couches de lasagne et que moi, je viens de là, par exemple, avec une linéarité comme ça, mais en réalité, je reviens pas là, je reviens là. Je reviens sur une autre lasagne. Parce que de là où je suis, je sais qu'il y a un potentiel énorme de pire futur. Parce qu'en fait, quand on étudie les annales akashiques, on sait ça, c'est-à-dire qu'on est branché sur tout. Le tout qui est déjà réalisé ou réalisable, en fait. À partir du point, l'extrapolation de toutes les lignes, elle existe. À partir du moment où on fait un point, où tu vois, par exemple, on envoie un caillou dans l'eau, à partir du moment où on envoie le caillou dans l'eau, toutes les ondes existent, tous les potentiels existent, que ce soit dans l'horizontalité, au niveau de l'air et au niveau de la profondeur de l'eau. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Tu jettes le caillou, tu as déjà la ridelette là qui va sur la rive. Bien sûr, il n'y est pas encore. Dans le temps linéaire, à cause de ralentissement de la matière, c'est pas encore fait. Mais en réalité, dès que tu as jeté le caillou, tout est déjà fait. Le temps et nous, c'est pareil. À partir du moment où quelque chose est vécu en conscience dans l'instant T, en réalité, tous les instants existent en même temps. Et donc, quand on est dans le meilleur futur, on a la conscience que le pire peut exister aussi. Donc on va aller vérifier, on va aller, permettre que ce meilleur futur soit. Parce que le pire futur et ça, Philippe Guillemant l'avait écrit aussi, puis mais pas que lui, hein, et on voit ce qui se passe maintenant, c'est le transhumanisme. C'est la reprise du contrôle de l'organique
par l'inorganique. C'est ça le grand danger actuellement. Et pourquoi est-ce que c'est un danger? Parce que beaucoup, je viens du monde, pour être très transparent, j'ai fait études de Mmh. commerce, j'ai bossé dans la tech pendant 3 ans et ma spécialité, c'est sur l'IA, l'intelligence artificielle et du coup, J'adore bah, moi l'IA. je suis tous ces sujets-là Mmh, et c'est vrai qu'un des axes du débat, c'est de dire que c'est l'évolution naturelle mmh, de l'intelligence biologique. Où en fait, il y a ouais. quelqu'un et un des grands penseurs dans cette ligne de pensée-là, c'est Harari, qui dit, ben en fait, est-ce que c'est pas juste, l'évolution naturelle de l'intelligence biologique qui a des contraintes qui sont les contraintes biologiques de la taille du cerveau typiquement et Mmh, qui automatiquement donne vie à une forme d'intelligence qui a pas ces mêmes contraintes physiques ou biologiques? mmh, Hem, je peux comprendre cette pensée-là, mais du coup, je suis très curieux d'avoir ton point de vue de en mmh. quoi cette pensée-là et cette tendance-là peut aussi avoir des gros risques et des limites Bah, ça pour, ça la conscience. minimise en fait, ça minimise la capacité de conscience humaine. Heu, Notre pensée n'est pas dans notre cerveau, en fait. Le cerveau, c'est juste l'élément de réception, c'est le décodeur, heu, de la conscience qui est plus vaste. Notre cerveau, il est juste un espèce de transpondeur, qui fonctionne avec l'électricité, heu et qui va mettre en mots ce que nous percevons de l'extérieur. Dire que la conscience est non locale et ça, c'est un des grands débats actuels. La conscience est non locale. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la conseil et non local, pour toi? La conscience est non locale, ben, ça veut dire que, tu vois, quand, on a inventé le téléphone, Graham Mmh. Bell a inventé le téléphone, mais il y en a un autre qui l'avait inventé en même temps. Parce qu'en fait, la pensée réside en dehors du cerveau et nous, on est comme des antennes magnétiques et on va capter, on va dire dans l'air du temps, on va capter des potentiels et c'est pour ça qu'on peut se batailler sur qui a inventé quoi, mais en réalité, l'invention existe et quelqu'un la capte. Et donc la pensée est non locale, le cerveau est non local. Il y a des gens qui ont de très graves accidents cérébraux et qui continuent d'avoir des schémas de cognition et de développement et de pensée logique et cartésienne alors que la partie de leur cerveau est endommagée. Donc ça veut dire que, l'autre partie de cerveau, fait tout le boulot de capter et de transcrire. Mmh. Et donc si on remplace ces capacités de conscience non locale par quelque chose qui devient, heu, inorganique, c'est-à-dire qui va lutter pour sa propre survie sans s'occuper de son autre quelque part. Bah, c'est là où on tu sais comme on dit quand on donne la tâche à faire à quelqu'un, on se déresponsabilise déjà et puis on délègue et à force de déléguer, on va se priver de notre propre capacité de développement. Parce que nous, l'humain, on est en plein développement de qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est que la supraconscience, qu'est-ce que c'est que les pouvoirs télékinésiques, toutes ces choses qui ont été, démontrées par plein de scientifiques. Et aussi, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à une intelligence artificielle? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Bah, c'est d'être débranché du système électrique. C'est d'être déconnecté de sa source d'énergie. Or, si nous humains, on a des implantations de puces dans le corps. Ben voilà, c'est nous la pile. Parce que nous, on est de l'eau, on est du sel, on est une pile, anion, cation. On devient la pile de la puce électronique qui n'a plus besoin de branchement autre que de se brancher à son humain. Et à ce moment-là, on devient interdépendant parce que nous, on sait plus réfléchir, mais on a la puce. La puce, elle sait, elle sait pas se nourrir énergétiquement autrement que par notre eau et notre sel et par notre impulsion électromagnétique. Donc en fait, on forme, des binômes parfaits, sauf que nous, on y perd. L'IA y gagne parce qu'elle a enfin sa pile, donc elle sera plus débranchée de nulle part et elle est en interconnexion grâce à Wi-Fi, Bluetooth et cetera et bien d'autres processus. Elle est en interconnexion, donc elle fait son interconnectivité d'IA qui va veiller à son bien-être. Et nous, humains, on devient juste des piles organiques. On perd notre capacité d'autoréflexion et on perd notre capacité d'expansion de qu'est-ce que c'est que la conscience, et cetera. Et on perd aussi notre accès à notre propre énergie.
parce que l'IA, elle va nous guider de manière à économiser au plus notre énergie pour la nourrir elle. Donc c'est Mmh. ça un des grands dangers, c'est de devenir la pile organique. Aujourd'hui, on voit un petit peu 2 camps. Il y a le camp Mmh, des transhumanistes qui disent: «Bah, la mmh, technologie est bien et c'est l'évolution, la continuité logique» et puis on a l'autre camp qui diabolise tout ce qui est technologie et en particulier mmh, IA. Est-ce que pour toi, il y a de la place pour un entre-deux? En fait, c'est des outils qui sont puissants, mais il y a un point à pas franchir et pour toi, si oui, c'est le cas, quel est ce mmh, point-là? À partir de quel moment on doit se dire: «Bah, en fait, là, ça devient vraiment une pente très glissante mmh, et il faut faire attention pour garder notre discernement et notre indépendance»? mmh. Ben, il faut ce que t ce que tous les gouvernements redoutent, qu'est-ce que c'est? C'est l'indépendance et l'autonomie de leur peuple. C'est la capacité qu'aurait un peuple ou une nation à être autonome, indépendante dans son fonctionnement, dans sa pensée, dans sa logistique, et cetera. Donc, quelle est la plus grande peur d'une IA ou de tout ce qui est, nourri par l'énergie électrique notamment? Bah, c'est de perdre, son indépendance énergétique. Donc, si on veut rester maître du process, on doit rester maître de l'énergie qui alimente ce truc. Donc et aussi, il faut absolument qu'on continue d'être capable de penser, réfléchir par nous-mêmes, même si moi je sais, je fais beaucoup de recherches avec j'utilise Grok, j'utilise, bah, Claude, j'utilise Perplexity, j'utilise Chat, j'utilise plein de trucs dans mes recherches. Je leur dis: «Voilà le thème, je m'intéresse» par exemple, ma dernière truc, c'était les centrioles. Je m'intéresse aux centrioles, et je fais un prompt, je le copie dans tous les chats que je peux trouver, donc j'en ai 6 qui font des recherches et après, je vais synthétiser moi toute seule. Je vais me dire: «Tiens, ça c'est intéressant, ça pas ça» et où je leur dis: «Ben, il faut absolument rester intelligent. Il faut pas déléguer notre intelligence. Il faut être capable de faire ce qu'ils font. Sinon, on devient dépendant et on sait plus rien faire par nous-mêmes et on devient analphabète et je sais pas comment on peut dire au niveau de la tête, anal intelligent, non peut-être pas, ça va être moche, mais il faut être capable d'intelligence par nous-mêmes. Faut pas Mmh. déléguer. J'aimerais bien prendre un petit peu de recul et qu'on parle peut-être un petit peu du collectif. Mmh, Ce que je trouve intriguant, c'est que tous les sujets ou une partie des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, heu, sont encore considérés pour la plupart complètement perchés. Hem, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine ouverture et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts, en tout cas, à discuter ce genre de sujet-là. Est-ce que tu le perçois aussi? Et selon toi, à quoi est-ce que c'est dû, cette ouverture, soudaine de l'humanité? Bah, déjà on essaie d'être dégagé des besoins fondamentaux, c'est-à-dire, la survie. Donc, la nourriture, enfin le gîte, le couvert et cetera. Déjà on a une civilisation qui est peut-être un peu plus confortable là, en ce moment. Sauf pour les milliards de ceux enfin pardon, pas milliards, mais sauf pour les millions de ceux qui sont encore dans la guerre ou dans la pauvreté. Bon, pour eux, c'est autrement, ils sont encore dans la survie. Mais pour nous qui avons une société un petit peu plus confortable, on a plus de temps pour penser, sauf quand on est avec le pain et les jeux, branchés sur, les jeux et la télé. Bon, là, on réfléchit pas beaucoup. Mais donc, pour ceux qui sont pas branchés sur les médias, la télé, les jeux, ceux qui réfléchissent par eux-mêmes, et ben là, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus d'intuition. Ils ont beaucoup plus de de capacité psychique et ça, c'est normal. Et toutes les traditions l'ont annoncé, on va vers ce qu'on appelle la sixième ou septième race humaine. C'est-à-dire qu'on va vers un homo spiritus. Heu, on va vers un développement de toutes nos aptitudes. On va vers quelque chose parce qu'on est de plus en plus libéré de la peur, on se décongestionne quelque part, donc on nos cellules s'ouvrent, nos vibrations s'ouvrent. En plus, la Terre et tout son système solaire se déplace dans le plus grand système cosmique, donc on n'a pas les mêmes irradiations, on n'a pas les mêmes,
Toi, par exemple, maintenant, il y a de plus en plus de fréquences gamma, la couche électromagnétique de la Terre s'effondre. On a de plus en plus de phénomènes physiques qui montrent qu'il y a une influence énergétique, supérieure au système solaire qui vient nous influencer. Donc on commence à l'intérieur de nous, à voir nos électrons, neutrons, positrons et cetera, qui réagissent différemment. On a, une espèce de soupe chimique et électrique dans notre corps qui fait que, tiens, on a des perceptions qui s'ouvrent. Donc on se pose des questions et on cherche. Parce que le but est vraiment, il faut chercher. Il faut chercher, il faut pas se contenter d'être nourri comme des, tu vois, comme des bébés au biberon des informations qu'on n'aurait pas recherchées. Faut être intelligent, curieux, chercher. Donc Mmh. là, l'humain, enfin les humains qui sont, libérés de certaines, réflexes de survie parce que leur confort est davantage assuré qu'avant, ils peuvent commencer à réfléchir à qui nous sommes en fait. Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que la peur en particulier nous influence autant dans notre élévation et l'ouverture des consciences? Mmh. Ça nous stresse. Ça nous stresse et ça crée évidemment l'oxydation. Donc ça veut dire que nos télomérases et nos télomères se diminuent. Ce qui termine en fait nos brins d'ADN à cause du stress, ils se diminuent, ils se ratatinent et ils se cassent. Ça fait que les connexions ne peuvent plus se faire, donc on peut pas être plus intelligent. On devient forcément, plus 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 contraint, tu vois? Plus rétréci, plus restreint. Et le stress, donc c'est du stress oxydatif, c'est en lien avec les métaux lourds aussi qui sont dans notre corps. Alors que quand on se met dans un état de paix, de repos, nos astrocytes, qui sont dans les cellules gliales, commencent à fabriquer, heu, des nouveaux neurones, des nouvelles connexions neuronales. Et tu vois, moi j'ai fait 3 AIT. Donc les AIT, c'est accident ischémique transitoire, donc tu as un petit caillot qui traverse ta tête et pendant ce temps-là, tu as toutes tes fonctions qui fonctionnent, un peu n'importe comment, ça dépend de quelle zone cérébrale dans quelle zone cérébrale passe le caillot. Ben, moi, je me suis retrouvée paralysée sur la moquette à ne voir que la composition de la moquette. Je voyais que les compositions subatomiques et atomiques. Donc et c'était que des couleurs, hein. C'est que des couleurs, c'est que des fréquences de couleurs. Donc là, on se rend compte que nous, on est des fréquences de couleurs, en fait. Tout autour de nous n'est que fréquences de couleurs et de sons. Et quand on est stressé, eh ben, ces couleurs changent. On a ces couleurs et ces fréquences qui changent. Et ça nous congestionne, ça nous rétrécit. Mmh. Et donc, libérer de la peur est un des grands, hem, un comment dirais-je? Un des grands, travails, on va dire une tâche à accomplir là, actuellement pour l'humain s'il veut vraiment grandir et changer d'état de conscience, c'est de se libérer de la peur. Et ça, c'est très dur, hein, Mmh. parce qu'on a peur pour soi, on a peur pour les autres, on a peur pour l'avenir, on a peur que le passé nous rattrape. C'est c'est peur, peur, peur partout, quoi. Et ça, c'est vraiment on pourrait dire le grand chantier. Quand on veut commencer un travail personnel, le grand chantier, c'est se libérer de la peur. Je crois qu'on pourrait faire tout un épisode là-dessus, mais si tu avais des pistes de réflexion à partager, quels Mmh. sont en général les points de départ que tu peux partager avec les gens qui veulent commencer ce travail-là justement sur la peur? Ce oh bah, écoute, déjà noter leurs plus grandes peurs et et puis essayer de comprendre d'où elles viennent. Qui dans ma famille a vécu ça? Comment ça se fait que moi je suis autant marquée par ça? Que par exemple, les grands-parents qui ont vécu la guerre, ils ont transmis à leurs petits-enfants, à leurs enfants et petits-enfants, ils ont transmis la peur de manquer, d'argent, la peur de manquer de nourriture, la peur de la mort aussi, bien sûr, la peur de la souffrance. Donc on note nous toutes nos peurs, puis on Ouais, se donc c'est on se beaucoup dit: de «Mais» systèmes de croyances au final qu'on a oui, hérités de la société, de nos mmh, parents, de nos générations, préalables. mais oui. Et donc, on peut regarder, on écrit nos peurs, il y a des livres, hein, là-dessus, et puis tu te demandes, bah, d'où ça me vient cette peur-là? Qu'est-ce qu'a vécu papa? Qu'est-ce qu'a vécu maman? Et mes grands-mères et mes grands-pères et ainsi de suite.
Et puis après on se dit: «Mais, avec la PNL, ça peut être aussi pratique, hein, de déprogrammer ça», programmation neurolinguistique. Tu déprogrammes, tu as des techniques, le EMDR aussi, donc c'est puis, en hypnose Oui, donc ça, aussi, c'est c'est toutes pas des mal. techniques qui vont permettre de Mmh, déconstruire les systèmes de c'est ça, croyances qui génèrent la oui. peur, en fait. Mmh. Et puis si on n'a pas envie d'aller, voir des thérapeutes, ben, on peut acheter des bouquins, on lit des choses, tu vois? Il faut Oh oui, d'accord, le premier conseil, c'est ça. Il faut s'aimer, voilà. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même et tellement fort qu'on va tout mettre en œuvre pour pouvoir, aller mieux. Quand on se désintéresse de soi, bah, tout peut arriver de pire. Par contre, quand on se dit: «Mais mince, en fait, je suis la personne la plus importante au monde, parce que si je me fais mal, il y a personne d'autre qui a mal à ma place, c'est que moi». Et il y a personne qui va pouvoir me comprendre mieux que moi-même, donc attelons-nous à la tâche. C'est connais-toi toi-même, hein, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et et puis quand on aime sa famille, on souhaite pouvoir aider sa famille. Donc on va tout mettre en œuvre pour s'aider soi-même et puis après on va pouvoir aider les autres. Mais on peut pas aider les autres sans avoir commencé par soi-même. Parce que sinon on sait pas de quoi on parle et on tombe à côté. Mmh. Si on est en train de vivre cet éveil collectif, pourquoi est-ce que quand on regarde autour de nous, le monde paraît plus chaotique que jamais? Mmh. Bah, peut-être parce qu'enfin on le voit. Parce que les guerres, elles ont toujours existé. Ça fait, 50 ans qu'on nous dit: «Cette année, ça va être dur». Tu vois? J'ai vu passer un post comme ça: «Cette année, ça va être dur». Ah non, l'année qui vient de passer était dure. Cette année, ça va être encore un peu dur. On a encore quelques années de dur, mais ça va voilà, on espère dans 10 ans s'en sortir. Donc et là, nous, on commence à entendre ce discours, on commence à avoir la réflexion. On se dit: «Mais attends, ça fait combien d'années que c'est dur, en fait?» Donc en fait, on commence à regarder ce qui se passe, tu vois? On prend le temps et les guerres, ça a existé depuis toujours, la pauvreté aussi, ça tout existe depuis toujours. Sauf que maintenant, on est de plus en plus conscient de ça et on dit: Ça suffit de nous prendre pour des jambons, ça suffit». Mmh. C'est ça, c'est qu'on a le regard tout d'un coup, on s'éveille. C'est ça l'éveil. C'est se dire: «Non, c'est pas normal ce qui se passe en Syrie. Non, en Afghanistan non plus». Mais tu vois, avant, il y avait la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu, bah, 1re, 2e, et 3e guerre mondiale en ce moment, c'est l'information, c'est la peur, c'est parce qu'on y est, hein, on est dedans là. Mmh. Mais ça existe depuis, longtemps. Regarde au 15e, 16e, 17e siècle, c'était déjà la guerre, hein. Mmh. Sauf que là, maintenant, on réalise, Ouais, donc c'est c'est pas plus peut-être, chaotique. le pic de chaos, quand en fait, c'est tout un tas de choses qui ressortent pour qu'on puisse Mmh, les intégrer peut-être, pour ensuite passer au après ou mmh, enfin, c'est ma vision peut-être un peu optimiste, mais on arrivera à passer outre et comprendre que, ouais. changer les systèmes de pensée qui génèrent toutes ces tragédies et passer Bah, au-delà de bien tout ça. sûr. Bah, bien sûr, Mmh. parce que là, on est dans ce que certains appellent l'apocalypse, tu vois? C'est-à-dire les révélations. Le l'apocalypse, ça voulait dire la vérité révélée. C'est ça l'apocalypse, c'est des vérités révélées, c'est des révélations. Donc ça, c'est ce qui nous arrive maintenant. Toi, les Scandinaves, ils parlaient du Ragnarok, d'autres traditions parlent de Armageddon. Chez les Hopis, ils disent que c'est la fin du 4e monde et l'entrée du 5e monde. Donc, tu vois, dans toutes les traditions, on en parle. Mmh. On est dans l'époque des grandes révélations où la vraie humanité s'éveille en disant: «Eh ben, ça suffit. Nous, on veut plus de ça. On veut du partage, de l'équité. On veut que l'individu soit respecté. On veut que les collectivités viennent soutenir les individus et non pas épuiser l'individu pour mieux s'en nourrir», tu vois? On est en train de se repositionner. Mmh. Mmh. C'est vrai que c'est drôle que tu mentionnes, des récits partagés par tout un tas de cultures anciennes qui, Mmh. ont développé beaucoup plus isolé que ce qu'on est aujourd'hui. T Cette histoire de vers le futur, de les grandes révélations, la fin du monde et cetera, ça revient beaucoup. Il y a le calendrier Maya avec 2012 et Mmh. cetera.
Mais un autre récit qui revient beaucoup, de ce que j'ai vu, c'était, le grand déluge. En fait, il y a aussi Mmh, toutes les grandes traditions qui parlent toutes d'un déluge qui aurait, disséminé une partie de la population existante à l'époque. mmh. Ce que je trouve assez intriguant, et ce qui me fait dire peut-être qu'il y a tout un tas de choses qu'on a su à un moment, qu'on a perdu pour une raison X ou Y, qu'on est peut-être en train de redécouvrir. Mmh. Écoute Nathalie, merci, on a couvert énormément de sujets, c'était super intéressant. J'ai quelques petites questions que je pose à tous mes invités avant de se quitter. La première c'est: qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Ah oui, et ben, une vie de réalisation. C'est se réaliser. C'est réaliser les choses en termes d'intelligence. Tu sais, c'est: «Oh, je viens de réaliser que ceci, que cela», et c'est le réaliser, c'est-à-dire le manifester. Donc la réalisation, c'est mettre dans la matière ce que nous réalisons dans l'intelligence. Voilà, se réaliser. Ne surtout pas rester prisonnier de sa tête. Faut le mettre dans la matière. Faut faire avec ce que l'on est. Faut le réaliser. Mmh. Mmh. Pour moi, être épanoui, c'est ça. C'est pas être frustré d'avoir pu, si j'avais pu, si j'avais voulu, ah, si j'avais osé. Non, c'est hop, on y va, on le fait. On y va. Et si tu avais un conseil à donner à la Nathalie de 20 ans, lequel serait-il? À la Nathalie de 20 ans, heu, elle avait pas encore fait son embolie cardiaque. Qu'est-ce que je lui dis? «Sors pas avec ce garçon, il t'attirera que des problèmes». J'adore. Écoute, parfait. Et enfin Nathalie, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, sur ton travail, tout ce que tu partages et peut-être des interventions que tu aurais, dans les prochains mois? Ah oui, et ben sur, mon site internet, ou ma chaîne YouTube, c'est encore le plus simple, qui est, Nathalie Théo, arrobase Nathalie Théo. Parce que oui, je vais participer à un symposium à Limoges, alors, le 16 et le 17 mai, donc il y a toutes les informations sous ma chaîne YouTube. Hem Je vais participer à divers, événements au mois de mars, et puis, après moi je suis tellement pas dans les dates que j'oublie. Donc il faut vraiment aller regarder sur ma chaîne YouTube, et puis, Parfait, voilà, et puis mon site internet, il est indiqué sous ma chaîne YouTube aussi. super. Beh, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo comme à chaque fois. Nathalie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé, tout ce que tu as Merci, partagé, c'était hyper intéressant. merci à toi. Merci de m'avoir invité, et puis, bah, peut-être à une prochaine fois. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça aide vraiment.